Parce que le samedi, j'ai vu pas de la moto. Oui, il y a pas de Il a fait soulever sa chaise, c'est pas correct. C'est pas correct. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je dois dire que quand j'ai été contacté cet été pour intervenir dans le cadre qui est le nôtre ce soir sur la question qui m'a été soumise, j'ai immédiatement dit oui, puisque la question ne peut pas ne pas intéresser un républicain et ne peut pas ne pas intéresser un professeur de philosophie qui, par définition, quand il enseigne dans l'école de la République, est un petit peu républicain. Enfin, ça fait un peu partie du métier. Donc la question qui nous est posée ce soir, c'est celle de l'articulation, de la distinction, de l'opposition entre loi de Dieu et loi de la République. Et je vous soumets un point de départ qui tout de suite devrait susciter notre... C'est mieux comme ça. Un point de départ qui pourrait susciter notre inquiétude, qui est le suivant. Vous voyez, au premier abord, les choses se présentent de façon simple. La République, c'est laïque. Donc la République, c'est un domaine. Dieu, c'est autre chose. En tout cas, au premier abord, on a envie de se dire que la chose est réglée, il n'y a pas de grande difficulté. La République est laïque, elle dépend d'une réalité proprement humaine. La religion, quant à elle, porte sur quelque chose qui relève de l'au-delà, elle renvoie à Dieu, donc la République d'un côté, Dieu de l'autre, et l'affaire est réglée, et il n'y a pas de problème. Alors s'il n'y a pas de problème, je ne serais pas venu vous voir, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de philosophie. Alors, je vais quand même vous faire une simple remarque, quand même, vous rappeler ce qui est inscrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Déclaration des droits de l'homme qui, elle-même, fait partie du préambule de la Constitution de la Ve République. Et alors, le préambule de la Grande Déclaration, l'article 1, on le connaît tous, les hommes naissent et demeurent libres et gourmands. Ce préambule s'achève par cette formule. L'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Donc, l'être suprême, vous l'avez compris, c'est de Dieu dont il est question. Et donc Dieu est dans notre Constitution. Non mais, il faut faire avec. C'est un legs de l'histoire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée du point de vue de ses promoteurs, je répète, en présence et sous les auspices de l'être suprême, ce qui n'est pas rien. Et donc, alors, ce qui est assez, je trouve, stimulant, c'est qu'au premier abord, si on se penche du côté de la question de la République et de la religion, on se dit, bon, s'il y a une République imprégnée de religiosité, c'est la République américaine. Eux, oui, bon, mais nous, non. Alors, nous, on a l'être suprême dans la Constitution. Hein. En revanche, si je prends le texte de la Constitution américaine, la fin du préambule, c'est « Nous, le peuple des États-Unis », alors je saute un morceau de phrase, mais « Nous, le peuple des États-Unis, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d'Amérique. » Donc il n'y a pas Dieu. Eux, non. Nous, oui. Alors après, on le sait, un président américain jure sur la Bible, etc. Mais la société américaine est religieuse. Mais la République américaine est laïque. La République française est laïque, évidemment. La société française a été longtemps très religieuse. Donc on peut, dans un premier temps, se dire, c'est assez simple finalement, l'être suprême apparaît dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme pour des raisons, disons, historiques. Parce que, bon, ceux qui écrivaient le texte avaient une certaine culture philosophique, je dirais en fait une culture philosophique certaine, hein, parce que quand on lit le texte, il est imprégné de références philosophiques, mais il s'adressait à un peuple lui-même très religieux, à la France, on s'en souvient, puis il y en a d'église, c'est pas rien. Hein. Et donc l'être suprême, on peut se dire que ça va choquer personne, peut-être même que ça peut inviter les âmes et les cœurs à se tourner du côté de la République, en tout cas du côté de ce qui allait devenir la République, puisque dans la Déclaration des droits de l'homme, vous en avez déjà le fondement. Alors, bon, ça c'est une lecture, disons, historique qui fait de cette déclaration un texte qui n'est qu'un texte idéologique. C'est-à-dire que c'est un texte qui serait écrit sous la détermination d'une époque. Ils ont écrit ça parce que c'était la fin du... Encore que les États-Unis n'ont pas écrit comme ça, hein, donc c'est la même époque. Hein. Enfin, bon,
France, pays catholique, religieux, on va écrire l'être suprême et tout le monde sera content. Alors déjà, on remarque quand même qu'ils n'ont pas écrit Dieu. Ils ont écrit être suprême. Alors ça fait réfléchir aussi parce que Dieu, si je prononce le mot même de Dieu, immédiatement, mon esprit se tourne du côté de la religion. Immédiatement, Dieu, on pense religion. Être suprême, déjà, la formule n'apparaît pas d'emblée et immédiatement comme de nature religieuse. L'être suprême, d'ailleurs, c'est une formule qui est plutôt philosophique, peut-être. L'être suprême, l'être nécessaire. Vous voyez, on trouve des formules comme ça sous la plume des philosophes depuis Platon. Enfin, l'être nécessaire, l'absolu, et Platon, le principe anhypothétique. Alors non, si on dit ça, principe anhypothétique, ça veut dire Dieu. Hein, mais en tout cas, ça fait philosophique, ça fait pas religieux. Bon, alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder les choses de plus près, en n'abordant pas la question par l'histoire. Parce que si on l'aborde par l'histoire, on va dire c'est idéologique, c'est une époque. Peut-être que là, il y a une thèse. Peut-être qu'il y a une position philosophique là. Et une position qui nous intéresse parce qu'elle est peut-être une manière d'articuler la République et quelque chose qui est de l'ordre d'un au-delà. La République est quelque chose qui est de l'ordre d'un au-delà de la réalité dans laquelle nous déployons nos vies. Voilà. Et si c'est le cas, ça va peut-être nous permettre d'éclairer cette question, de savoir ce qu'on fait de la loi de Dieu au regard des lois de la République, ou ce qu'on fait des lois de la République au regard de ce qui pourrait être la loi de Dieu. Bon, déjà, il faut remarquer que si on reprend la formule, en présence et sous les auspices de l'être suprême, attention, en présence, sous les auspices, mais ça ne veut pas dire par la volonté d'eux, en présence et sous les auspices. Donc, il ne s'agit pas d'écrire une déclaration des droits de l'homme qui serait comme l'émanation directe de la volonté de Dieu. Le texte ne dit pas ça. En présence et sous les auspices. Donc, il y a comme une référence à un absolu, mais qui ne serait pas lui-même l'auteur du texte qu'on est en train d'écrire. Référence à l'absolu ou à Dieu, mais qui ne serait pas ce Dieu, l'auteur lui-même du texte qu'on est en train d'écrire. Comme si on avait du mal à penser un ordre politique, fut-il laïque, démocratique et républicain, sans référence à un absolu. Alors, on va regarder ça de plus près, et pour le faire, je vous propose d'aller regarder du côté de la pensée d'un philosophe qui a abordé la question de manière, me semble-t-il, absolument radicale et lumineuse, c'est Jean-Jacques Rousseau. Parce que là, il affronte la question, précisément, de la République, de son fondement, de sa nature, et de sa relation à quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu. Jean-Jacques Rousseau, c'est le penseur de ce point de vue-là, qui peut nous éclairer sur la question qui nous intéresse ce soir. Alors, regardons un peu les choses, comment ça se présente. Rousseau a écrit un premier livre qui s'appelle « Le discours sur l'inégalité », le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans ce discours-là, il établit une position, une thèse, qui éclaire la nature de l'homme. Je m'arrête un instant. La question qui nous intéresse, loi de Dieu et loi de la République, c'est une question politique. On est d'accord, on est bien dans le domaine de la politique, là. Si on s'interroge sur la politique, on s'interroge sur l'organisation de la cité, c'est-à-dire sur la manière d'organiser la société composée d'êtres humains. Et par conséquent, si on raisonne à la manière d'un Rousseau, on se dit que si on veut penser ce qu'est une société bien organisée, il faut déjà commencer par se demander ce que c'est qu'être humain. C'est quoi un être humain ? Parce que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on ne peut pas répondre à la question de savoir en quoi consiste un ordre politique qui respecte l'être humain, qui ne fait pas violence à la nature humaine. C'est pour ça que Rousseau, quand il écrit l'ouvrage que je citais à l'instant, s'attache d'abord à la question de la nature de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Voilà, c'est la question. C'est peut-être d'ailleurs au fond la seule question à partir de laquelle toutes les autres questions peuvent être abordées. Là, il faut avoir en tête le précepte de Socrate, hein, connais-toi toi-même. Tout est là. Il faut d'abord s'interroger sur ce que c'est qu'un être humain avant de se demander ce que c'est qu'une société bien organisée, une cité juste, une loi juste, avant de se poser des questions sur ce que c'est que la relation de la politique à la religion, sur ce que c'est que la relation de l'homme à la nature, etc. Il faut d'abord se demander ce que c'est que l'homme. Et alors c'est là que, évidemment, le débat s'ouvre, parce que qu'est-ce qu'un être humain Alors un être humain, on peut dire, un être humain c'est un corps, quoi, c'est un mammifère, vertébré, bipède, il appartient à la nature. Alors voyez, regardez bien, d'emblée il y a quelque chose qui coince, hein, parce que si je dis que l'homme n'est que ça, si l'homme n'est qu'un être biologique appartenant à la nature,
alors la République, ça ne veut rien dire. Bon, tout à l'heure, j'évoquais là le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, allons un peu plus loin dans le texte. L'article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je ne veux pas marquer d'ailleurs qu'en général, quand on cite l'article, on oublie toujours demeure. Les hommes naissent et libres et égaux en droit. On a tort. Parce que c'est dans le verbe demeure que réside le cœur de l'article 1. Alors je m'explique. Les hommes naissent libres. Bon, d'accord, ils naissent libres. Bon, on pourrait très bien dire ils naissent libres et puis après ils deviennent autre chose. Bon, ils naissent libres, puis après ils deviennent esclaves, et puis après, une fois qu'ils sont esclaves, l'habitude étant une seconde nature, d'une certaine manière, ça devient leur nature, c'est une espèce d'acquisition qui fait d'eux des esclaves, et puis hop, la vie continue, et on continue dans un monde où il y a des esclaves. Mais si on dit que les hommes naissent et demeurent libres, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'homme qui ne change pas, qui demeure. Quelque chose qui ne change pas. Mais dans mon corps, tout change tout le temps. Il n'y a rien dans mon corps qui est stable. Je ne suis déjà plus tout à fait ce que j'étais au début de cette conférence. Et je ne suis pas encore tout à fait ce que je suis à la fin. Bon, les changements sont insensibles, là. Donc ça, mais il y a du changement. Alors on le sait tous, c'est insensible, puis un jour on se rend compte que quand même, ça a pas mal changé. Vous voyez, il faut un peu de temps pour s'en rendre compte, mais alors, une fois qu'on commence à s'en rendre compte, là, ça y est. Enfin, on est tous dans cette situation-là, on sait bien ce qu'il en est. Alors d'ailleurs, on est tous dans cette situation quand la vie s'est un peu avancée, mais on a oublié qu'on a déjà été dans cette situation très tôt, lorsqu'on est passé de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence. On a oublié, en fait. C'est un bouleversement absolument radical. C'est un changement total. On ne se reconnaît plus soi-même, c'est plus le même corps, tout est... Donc l'existence humaine, c'est ça. En tant que l'homme est un corps, il est livré à un changement permanent. Donc, si je dis que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, je dis qu'il y a en l'homme quelque chose qui demeure, c'est-à-dire quelque chose qui ne change pas, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas corporel, c'est-à-dire quelque chose qui est métaphysique, quelque chose qui n'est pas physique, quelque chose qui est métaphysique. Autrement dit, quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler une âme, un esprit. Vous voyez, c'est une thèse qui passe sur la nature de l'homme. Alors ça commence à faire beaucoup quand même, parce qu'une ligne au-dessus, il y avait l'être suprême, une ligne au-dessous, il y a de la métaphysique. Vous voyez, la République ne se contente pas de dire, voilà, les hommes, c'est des hommes, ils sont dans la nature, ils sont là, alors on va les faire vivre ensemble, bon, on dira qu'ils sont libres, ils aiment bien, et puis voilà. Enfin, si je ne suis qu'un corps livré à la nature, et si les changements définissent la totalité de mon être, la liberté, ça ne veut rien dire. Parce que la liberté n'a de sens que si je suis ou si je peux être, moi, la cause première de ce que je pense et de ce que je fais. Parce que si, quand je pense, ou si, quand j'agis, ce que je pense ou ce que je produis dans le monde, ça vient du monde, de mon corps d'abord, puis du monde, ce que je fais ou ce que je pense, ça n'est pas une liberté. Donc c'est pas la peine de sauter du matin au soir. En répétant République, République, je paraphrase quelqu'un. C'est pas la peine, si on n'a pas chevillé au corps l'idée que la République repose sur une thèse qui dit que l'homme se définit par la liberté. C'est important, hein? Naissent et demeurent. Regardez, je prends une métaphore pour creuser le sillon, là. Vous faites de la géométrie. Souvenez-vous, le prof de géométrie, il dessine un triangle au tableau. Comme disait Platon, les mathématiciens ont coutume, c'est toute leur grandeur, de raisonner juste à partir de figures fausses. Parce que le triangle qu'il va dessiner au tableau, s'il dit que c'est un triangle rectangle, il n'est jamais absolument rectangle. Il n'est pas absolument parfait. Mais il apprend à ses élèves que le triangle qui est au tableau a l'image d'une figure à trois côtés avec un angle droit et qu'on va appeler ça un triangle rectangle. Bon. Si ensuite il dessine un triangle équilatéral, il va dire, bah voilà, ces deux triangles, ils sont différents, mais ils ont un point commun. Ils ont trois côtés. Donc ça veut dire qu'un triangle peut être équilatéral, il peut être rectangle, il peut être isocèle, il peut avoir trois côtés, enfin, il peut avoir telle ou telle couleur, il peut avoir telle ou telle grandeur, mais il a toujours trois côtés. Ça bouge pas. Il y a quelque chose qui est stable. Vous voyez que nul d'entre ici, s'il n'est géomètre, était inscrit sur le fronton de l'Académie de Platon. Tu veux penser l'homme, il faut d'abord que tu penses avec la clarté, tu dois viser ça en tout cas, qui est celle du géomètre. Donc, si tu te dis que l'homme possède une qualité qui fait qu'il est un être humain, et si tu te dis que cette qualité, c'est la liberté, si tu veux bien penser les choses, il faut que tu dises qu'il y a en l'homme quelque chose qui n'est pas réductible à son corps, à la nature, au monde, à la réalité matérielle, dans laquelle il déploie son existence, mais qui fait partie de la vie. Mais il y a
Il y a quelque chose en lui. Alors, là, je le dis comme ça, mais on retrouve cette thèse chez Rousseau. Vous voyez, parce qu'en fait, la grande déclaration, les hommes naissent et demeurent libres aux égaux en droit, c'est Rousseau. La première phrase du chapitre 1 du livre 1 du contrat social, l'homme est né libre et partout il est dans les faits. Il porte en lui une liberté, mais enfin dans les faits, il n'est pas là, parce qu'il naît et demeure libre aux égaux, en droit, hein, pas en fait, il est le boulot. Pour qu'il soit libre, ensuite que la liberté entre dans le monde, c'est peut-être le boulot de la République, justement, de faire en sorte que cette liberté, qui est une liberté de droit, entre dans les faits, qu'elle entre dans le monde d'une manière ou d'une autre, comme si la République pouvait faire surgir dans le monde quelque chose qui vient des plus grandes profondeurs de l'âme humaine. Vous voyez, la République a une dimension métaphysique. Voilà. Donc, comme la religion. Comme la religion. On n'est pas au bout, hein, je ne suis pas fini. Hein. Mais, vous voyez, c'est pas simple. Donc, loi de Dieu, loi de la République, au premier abord, l'opposition n'est pas radicale. Hein. Pas aussi radicale qu'on pense, spontanément. À moins qu'on ne pense plus ce qu'est la République, ce qui est possible. C'est possible. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose de ce côté-là. Au fait, c'est quoi? C'est la démocratie, alors, il faut qu'on continue. Regardez plus près. Donc, si je veux bien penser l'homme, il faut que je pense sa nature. Nous touchons du doigt le fait qu'on a une thèse à notre disposition qui nous dit que la nature de l'homme, c'est la liberté. Donc, quelque chose qui est en l'homme n'appartient pas totalement au monde. L'homme n'est pas totalement prisonnier du monde. Il y a quelque chose en lui qui a la capacité de faire surgir dans le monde quelque chose, mais qui ne vient pas du monde. Quelque chose qui est d'origine métaphysique. Rousseau dit ça à sa manière. Il vous dit, si je veux penser l'homme et le distinguer des autres êtres, il faut que je le pense comme un être perfectible. C'est-à-dire un être qui... Perfectible, ça veut dire un être capable de devenir autre chose que ce qu'il est. Vous voyez, un triangle, c'est un triangle, il ne peut pas devenir autre chose. Pour paraphraser Sartre, là, un coup de papier, c'est un coup de papier. Il ne peut pas devenir autre chose qu'un coup de papier. Voilà, c'est un coup de papier. Mais moi, je peux devenir autre chose que ce que je suis. Je suis professeur de philosophie, mais enfin, d'ailleurs j'ai coutume quand on me demande tu fais quoi? Je suis professeur de philosophie. Mais c'est pas vrai, je ne suis pas. Je joue à l'être. Enfin, c'est un métier. C'est pas ma nature. Je deviens. Et si je continue de l'être, c'est par ma volonté. Oui, mais je ne peux pas faire autrement. Si, on peut toujours faire autrement. C'est pas vrai. Je vais vous lire un petit passage. Je m'en laisse ça. Celui-là, il est vraiment très beau. Une fois qu'on a dit que l'homme pouvait devenir autre chose que ce qu'il est, une fois qu'on a dit que l'homme porte en lui quelque chose qui est une puissance de liberté, ça change tout sur la manière de regarder les êtres humains. On ne les voit plus comme des êtres qui appartiennent à la nature, qu'on place. On ne voit pas des êtres humains dont certains seraient nés pour être esclaves, d'autres pour être maîtres, vous voyez, dans un ordre naturel qu'il faudrait respecter. Ça change tout. Alors ça donne un texte qui ressemble à ça. L'homme barbare ne plie point sa tête aux joues de l'homme que l'homme civilisé porte sans murmure, et il préfère la plus orageuse liberté à un assujettissement tranquille. Bon, l'homme barbare, on ne peut pas ne pas penser aux Cosaques, d'ailleurs, on se demande si Rousseau ne pense pas à ça. Vous savez, les Cosaques, ils sont en Ukraine, là. Incroyable, hein? L'homme barbare ne plie point sa tête aux joues. Il préfère la plus orageuse liberté à un assujettissement tranquille. Ça, c'est République. Ça, c'est République. C'est pas... ah, c'est bien, on va vivre ensemble, on va s'organiser pour être tranquille. Non, non. La plus orageuse liberté est préférable à un assujettissement tranquille. Et pourquoi Rousseau écrit ça? Il écrit ça parce que si ce qui définit l'homme, c'est la liberté, mais il n'y a pas d'existence humaine digne de ce nom qui ne soit enracinée dans un très profond désir de liberté. Après, on peut y renoncer. Renoncer à sa liberté. Comme Rousseau l'écrit dans le contrat social, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité. Je renonce à ma qualité d'homme. Voilà, je peux toujours le faire. Enfin, ceci étant dit, c'est pas parce que j'aurais renoncé à ma qualité d'homme que je serais devenu autre chose qu'un être humain. Donc il va falloir que je vive avec après. Ouais, il faut vivre avec. Je m'arrête un instant quand même. Vous voyez, avant d'aller plus loin, on voit tout de suite ce que la République nous apporte. En tout cas, je ne sais pas si elle nous rend libres. Mais en tout cas, elle a une vertu. Elle ne nous oblige pas à être un barbare qui ne plie point sa tête aux joues. Elle ne nous oblige pas à être des héros. Parce que vous êtes en Ukraine aujourd'hui, hein. Il faut être un héros. Ou alors t'es un lâche. Ou alors, vous voyez ce que je veux dire.
Oh là là, on est dans une situation où on n'a pas à être héroïque. Mais pour une seule raison, c'est que nous vivons dans un cadre républicain qui garantit, alors, en tout cas, qui est porté par l'idée de la garantie de la possibilité pour chacun d'exercer sa liberté. Il n'est pas interdit d'exercer sa liberté. Voilà, on ne fait pas. Enfin, c'est pas interdit. Par contre, dans un système tyrannique ou dans un système de violence généralisée, exercer sa liberté, c'est se heurter à des murs absolument insupportables. Vous voyez, dans le même texte, d'ailleurs, Rousseau évoque ces animaux qui fracassent leur tête contre les barreaux de la cage où ils sont. Il dit, regardez les animaux, ils sont encore plus attachés à la liberté que vous. Et il s'adresse là à ceux qui acceptent la servitude. Vous savez, Rousseau, il ne s'adresse pas aux tyrans. Les tyrans, pas besoin de passer 10 heures pour établir que la tyrannie c'est mal. Hein. Il n'y a rien à attendre des tyrans. Il s'adresse à ceux qui sont les victimes des tyrans. Donc, ici, on a une thèse qui nous dit ce qui définit l'homme, c'est la liberté, et par conséquent, un ordre politique légitime ne peut être fondé que sur la liberté. On voit bien des éléments métaphysiques là-dedans. On voit bien la liberté, c'est pas corporel. Il y a quelque chose qui est une exigence de réalisation de la liberté qui ressemble à un idéal. Vous voyez, il y a déjà une texture métaphysique quoi, de ce qu'on est en train de dire. On n'est pas totalement plombé dans une espèce de matérialité quand on dit ça. C'est vrai. Mais, malgré tout, une fois qu'on a dit ça, l'ordre politique constituant une société dans laquelle chacun peut vivre librement, un tel ordre politique ne peut pas venir d'ailleurs que de l'homme lui-même. Si je dis que l'homme est une liberté, l'ordre politique ne peut venir que de nous. Il ne viendra pas de Dieu. Ce serait contradictoire, hein. Si c'est Dieu qui produit la liberté, c'est pas la liberté. Hein. Si c'est la liberté, ça doit venir de moi. Donc ce ne sera pas produit par la nature. Par conséquent, l'ordre politique qui permet à des hommes et à des femmes de vivre librement, cet ordre politique ne pouvant venir que d'eux, ne peut être fondé que sur un contrat. Voilà. D'où le titre du livre qui va suivre, le discours sur l'inégalité, du contrat social. Non mais c'est génial. En plus, le titre, personne n'y avait pensé. Hein. Bon, la théorie du contrat, il y avait eu avant. Hein. Hobbes avait déjà théorisé le contrat, avec cette idée que nous nous associons au profit d'un tiers pour garantir notre sécurité parce qu'on est méchant par nature. Et c'est Hobbes. Bon, vive la paix. Bon, la liberté, oui, si on peut, mais vive la paix. Locke avait déjà théorisé ça. Nous sommes des libertés. Ah, Rousseau l'appelle le sage Locke, hein, au moins il a vu ça. Mais bon, elle est déjà là, il faut la protéger, on se donne des institutions pour un contrat. Vous voyez, vive la liberté, mais une liberté qui est déjà là. Rousseau, donc l'un va écrire le Léviathan, l'autre le traité du gouvernement civil, etc. Mais Rousseau, lui, il écrit un livre qui s'appelle Du contrat social. Personne n'y avait jamais pensé. Mais c'est génial, parce que le titre est révolutionnaire. Le titre est révolutionnaire. La société, societas en latin, ça veut dire association. Hein. La société, il n'y a de société véritable que par une association de personnes libres. La société ne peut être fondée que sur un contrat. Mais vous imaginez, au XVIIIe siècle, vous oubliez, tout le monde dit, c'est Dieu, la nature, c'est Dieu qui a voulu, nous sommes dans un ordre naturel. Puis d'ailleurs, le roi est roi par nature. Il n'est pas roi parce qu'il a bien travaillé à l'école. Il n'est pas roi parce qu'il est élu. Il n'est pas roi parce qu'il est fort. C'est pas la force qui compte. Il est roi parce qu'il est roi. Voilà, c'est sa nature. Et puis l'autre, il n'est pas roi parce que c'est sa nature. Voilà, chacun a sa place en vertu de sa nature. Et l'ordre social est garanti. Bossuet disait ça au XVIIe siècle. Le roi est au peuple parce que le père est à ses enfants. Donc tu dois te soumettre à l'ordre. Et Rousseau écrit le contrat social, avec le titre. Donc la société est fondée sur un contrat? Oui, mais il y a quand même autre chose. Non, il y a un contrat. Donc, si je m'arrêtais là, après avoir remarqué que c'est pas simple de dissocier république et religiosité, c'est pas simple en fait, ça va pas de soi. Il y a toujours dans la République quelque chose qui est une référence à nous-là. Après avoir dit que peut-être loi de la République et loi de Dieu, c'est peut-être un peu compliqué, si on s'arrêtait là, on a peut-être résolu le problème. Si la société est fondée sur un contrat, elle n'est pas fondée sur la volonté de Dieu. Elle est fondée sur la volonté des hommes. Voilà, elle ne peut pas participer d'autre chose que de la volonté de ceux qui s'associent. Alors, non pas au profit d'un tiers, comme le disait Hobbes, c'est une espèce de gouvernement qui aura un pouvoir absolu, c'est pas ça, mais qui s'associent à leur propre profit. Alors, on va s'associer, on va créer un corps politique dont nous serons à la fois les maîtres et les bénéficiaires. Voilà, c'est ça l'association républicaine. Donc si on s'arrête là, on a résolu le problème. Ben voilà, il y a peut-être quelque chose de métaphysique en l'homme, il y a peut-être quelque chose de métaphysique au-delà du réel, on ne sait trop rien. Enfin, la politique, elle, relève de la volonté humaine. Donc elle est, en ce sens, strictement laïque. La République est strictement laïque. Il n'y a pas de place
pour une quelconque référence à une quelconque volonté de Dieu. Il y aurait donc d'un côté la loi de la République, les lois de la République, et de l'autre côté la volonté de Dieu ou la loi de Dieu, si tant est qu'il y a un Dieu et si tant est qu'il y a une volonté divine qui puisse se manifester d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est bon, on a la solution. Voilà. Le contrat, c'est la République laïque. Alors, le contrat, ce serait une République laïque, non pas d'ailleurs au sens d'une exclusion du sentiment religieux, c'est pas ce qu'on dit là, on est en train de dire que le contrat social institue, si on s'arrête là, pour l'instant on va voir que c'est plus compliqué en fait, mais si on s'arrête là, le contrat social institue un ordre politique républicain, laïque donc, puisqu'il est fondé sur la volonté des hommes, et il institue un cadre politique qui définit l'espace public dans lequel nous développons nos vies, l'espace public. Après l'espace privé, on croit ce qu'on veut, on peut croire, on peut être religieux, on peut, vous voyez, c'est pas la République. Alors évidemment, tout à l'heure j'évoquais, je comparais, vous voyez, la grande déclaration avec l'être suprême, et puis la Constitution américaine, en disant, tiens, c'est drôle, eux, il n'y a pas Dieu, mais nous, oui. Bon, en fait, peut-être quelle est là la différence entre ces deux conceptions de la laïcité. La laïcité telle que nous la concevons là, c'est une laïcité qui protège l'espace public républicain de la religion. Il s'agit de faire en sorte que la religion n'interfère pas dans les questions politiques. Donc la laïcité protège la République de la religion. Alors qu'aux États-Unis, c'est vrai que c'est une laïcité qui protège les religions de la République. Mais pour des raisons historiques. Ceux qui sont partis, ils n'étaient pas hyper bien en Europe. Hein. Ils ont été un tantinet persécutés. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, ils venaient d'un monde où d'ailleurs, pour avoir un cheval et une arme, il fallait être un noble. Vous voyez, pour rentrer à Versailles, c'était pas ton épée qui ne rentrait pas à Versailles. Bon, le résultat, c'est que vous allez au western de John Ford, et vous avez l'archétype du républicain révolutionnaire. C'est un homme de rien, c'est un paysan, mais lui, il a un cheval et une arme. Alors qu'en Europe, il fallait être noble. Voilà, c'est révolutionnaire. D'ailleurs, c'est... Ah oui, pardon. Ah oui, d'accord. En fait, c'est les révolutionnaires. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, remarquez, nous, on a quelque chose d'un peu analogue, le droit de chasse. Sous l'Ancien Régime, vous chassiez, vous étiez mal. Hein. Enfin, à moins que vous soyez noble, sinon, la chasse est strictement interdite. Hein. Alors, je ne sais pas si ça méritait le supplice de la roue. Vous savez, quand on attachait les gens sur la barre, sur la roue, et qu'on les cassait avec une barre de fer, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais enfin, bon, un républicain dira... bon, c'est pas que ça, hein, l'Ancien Régime, mais bon, il y avait ça aussi. Bon, donc, une des premières choses que la République a faites, c'est d'accorder le droit de chasse, et donc le droit d'avoir des armes. Bon, des fusils de chasse, hein, c'est pas le fusil mitrailleur qu'on vend sur Internet à New York, mais on aime bien se moquer des Américains, mais bon, il faudrait qu'on se regarde un peu aussi, ou qu'on les regarde et qu'en les voyant, on voit un peu le miroir de ces faux jumeaux. Vous savez, quand des faux jumeaux, ils ne se ressemblent pas, enfin quand même, ils viennent du même lieu originel. Donc, il y a quand même quelque chose de commun à l'arrivée. Les hommes sont des libertés, il faut qu'ils vivent ensemble, il faut faire coexister des libertés, c'est fondé sur un contrat, vous voyez, quand même. Alors c'est vrai qu'en revanche, la laïcité telle qu'on peut l'évoquer à partir de ce que je viens de dire, elle est vraiment radicale, hein, c'est-à-dire vraiment une séparation, là, entre d'un côté l'espace politique, et de l'autre côté un espace religieux qui relève de la sphère privée, si on raisonnait comme ça. Alors c'est plus compliqué d'ailleurs, parce que la République n'interdit pas d'exprimer une pensée religieuse publiquement, c'est pas interdit. Non, on a le droit. Moi, j'ai pas le droit comme professeur. Pas le droit, parce que je suis fonctionnaire de la République. Mais je peux le faire comme personne privée. Mais comme fonctionnaire de la République, la laïcité, c'est d'abord imposer au maître avant de... Vous voyez, avant d'interdire les signes religieux aux élèves, ça commençait comme ça, la laïcité dans les institutions. Hein. L'instituteur devait éviter, enfin, il était interdit qu'il tienne un propos qui puisse heurter la conscience. Raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de philosophie en école primaire. Vous voyez, par exemple, la laïcité interdit la religion et la philosophie. Eh oui. On n'a pas le droit d'enseigner une philosophie dans l'école de la République. Heureusement. Alors vous dites, mais alors c'est pas possible, il y a de la philosophie. Ah non, non, le programme de philosophie en France n'enseigne pas une philosophie. Il n'y a pas de philosophie officielle en France. Hein. Ça n'existe pas. Donc, dans les cours de philosophie, on apprend à philosopher. Tout autre chose. Simplement, ce qu'on peut faire à 17 ans en apprenant à philosopher, je ne crois pas qu'on puisse le faire à 5 ans, quand on est en train de se cogner partout, qu'on a des bleus partout, et qu'on est en train de se demander ce que c'est qu'être au monde. C'est non, tu vas philosopher, alors on va commencer par le commencement, tu vas mourir, et donc il faut que tu t'interroges sur le sens de ta vie. Chaque chose en son temps, il y a un temps pour avoir des bleus, il y a un temps pour réfléchir. Donc la République, quand elle pose un principe de laïcité, ce principe-là s'impose dans les institutions à tous les membres du corps, enfin tous les fonctionnaires qui font fonctionner ce corps politique. Bon, mais dans la société, on croit ce qu'on veut. Bah, la République n'interdit pas d'être religieux, n'interdit même pas d'exprimer une opinion religieuse. Enfin, heureusement. D'ailleurs, un ministre de l'Intérieur et le ministre des cultes, il doit garantir
le libre exercice des cultes. C'est son boulot. Voilà. Mais il ne doit pas confondre ce rôle-là avec le rôle de celui qui serait une espèce de courroie de transmission entre je ne sais quelle perspective religieuse et puis je ne sais quelle loi qui devrait être votée au Parlement. Donc chacun a sa place. Bon. Donc pour l'instant, vous voyez, si on prend en compte une théorie du contrat comme on la trouve sous la plume de Rousseau, finalement, le problème est réglé assez facilement. Voilà, il y a l'ordre politique fondé sur un contrat, et puis il y a la question religieuse qui est une affaire de conscience, qui est une affaire de sentiment et qui relève de la sphère privée. Bon, jusque-là tout va bien, sauf que, quand on lit Rousseau, justement, celui-même qui vous dit ça, on a des formules assez étonnantes. Alors, je vous lis un passage quand même. Là, il écrit ça dans le discours sur l'inégalité. Il était nécessaire, donc là il évoque l'institution du corps politique. Donc il réfléchit au contrat, dont je viens de vous parler. Il faut un contrat, puisque nous sommes des libertés, il faut un contrat. Il écrit ceci. Il était nécessaire au repos public que la volonté divine intervint pour donner à l'autorité souveraine un caractère sacré et inviolable. Là, Rousseau, on continue quand même. Qui ôta au sujet le funeste droit d'en disposer. Quand la religion n'aurait fait que ce bien aux hommes, c'en serait assez pour qu'ils dussent tous la chérir et l'adopter même avec ses abus. Jean-Jacques Rousseau, inspirateur de la Déclaration des droits de l'homme. Il n'est pas le seul, on trouve aussi Locke, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est Rousseau qui écrit ça. Alors, pourquoi il écrit ça? Alors, toujours pareil, oui, mais c'est un auteur du XVIIIe siècle, alors donc il est sous l'influence du XVIIIe siècle, et donc on peut faire ça, vous voyez. On peut toujours lire les philosophes comme s'ils n'étaient que les reflets de leur monde. On peut faire ça. On peut aussi les lire en considérant qu'un ouvrage de philosophie, écrit par un grand philosophe, c'est comme une symphonie. Il n'y a pas une note au hasard. Rien n'est là sous l'influence de quoi que ce soit. Vous voyez, vous auriez dit à Mozart que dans telle ou telle pièce musicale, il avait fait ça parce qu'il était sous l'influence de quelqu'un. Je pense que, vous voyez, il se serait un peu fâché, quoi. Vous avez fait ça dans Amadeus de Milos Forman, celui en scène, c'est un artiste, il met en scène un artiste, intéressant. Il y a une scène comme ça où Mozart donne un opéra, et puis il y a le prince qui finance cet opéra, qui monte sur la scène, et qui, évidemment, il doit montrer que c'est lui le patron, alors il a une formule du type, c'est très bien, Mozart, bien, mais il y a un peu trop de notes. Vous voyez, ça. Non, pas trop de notes, il y en a comme il faut. Vous voyez, c'est un cosmos, vous voyez, c'est un monde. Vous voyez, c'est comme dans le cosmos. Je regarde le ciel, il y a une étoile de trop. Non, il n'y en a pas de trop. Personne n'a jamais dit que le cosmos était laid. Vous voyez, ça n'existe pas. Alors je veux bien que la beauté soit relative, ce qui est son point de vue, mais ça, personne n'a jamais dit ça. Ça peut angoisser, ça peut inquiéter, vous voyez. Enfin, l'harmonie du cosmos saute un peu aux yeux quand même. Donc, lisons un grand auteur, comme si, par hypothèse, comme si c'était une symphonie. Comme s'il n'y avait pas une note au hasard. C'est pas simplement parce qu'il est sous l'influence du XVIIIe siècle, parce qu'il y a la religion, alors il répète religion, et Platon met des mythes parce que c'est un penseur de l'Antiquité, donc il met des mythes. Non, non. Imaginez que ça soit une symphonie, qu'aucune note ne soit là par hasard. Prenons au sérieux ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi, ayant déjà envisagé que l'État légitime se fonde sur un contrat, il fait intervenir la volonté de Dieu? Pourquoi il fait ça? Alors pour une raison précise. On vient de dire, l'État légitime n'est pas fondé sur la nature ou sur Dieu. Ça, on règle, ça, on ne revient pas là-dessus. Pas fondé sur la nature. Si les hommes se définissent par la liberté, l'État légitime ne peut procéder que d'une association d'hommes et de femmes libres. Bon, ça, on ne touche pas à ça. Mais vous voyez, le contrat qui fait une association, ce contrat peut toujours être défait. On peut résilier un contrat. Bon, normalement, quand il y a des règles, on ne résilie pas, on ne fait pas comme... Imaginez un État qui serait à l'Est, par exemple, et qui vendrait du pétrole et du gaz à l'Ouest. Mais c'est une hypothèse de travail, juste ça. Imaginez par hypothèse que cet État fasse rentrer beaucoup d'argent dans ses caisses grâce à ses ventes. Imaginez maintenant par hypothèse que cet État se fâche avec son acheteur en disant « je vais te punir, je vais te couper le gaz ». Que va faire l'acheteur? Il va s'organiser pour en trouver ailleurs. Qui sera pénalisé? Vous voyez, un contrat, ça ne se rompt pas de manière unilatérale. Ça... il y a des règles. D'ailleurs, celui qui fait ça, on n'est pas au bout de l'affaire. Il va y avoir des procédures. Quand l'autre il sera sorti de son rêve, là, éveillé, là, qui sera un peu redescendu dans le réel, il risque d'y avoir, des procès. C'est pas fini cette histoire. Il va y avoir des indemnités, des choses, c'est parti. Là, sur des, on arrive à un âge où on verra ça jusqu'à la fin, je crois. Ça va continuer, les procès, les trucs, il va y avoir un moment. Donc, un contrat, il y a des règles pour le rompre. Mais quand le contrat est lui-même inscrit dans un cadre juridique.
Vous voyez, vous êtes dans une république, elle a institué un cadre juridique, vous constituez une association, il y a des règles à respecter, donc l'association se dissout d'une manière, etc. Mais là, nous parlons du contrat de l'association qui établit le cadre juridique. Donc, il n'y a pas un cadre juridique qui vient organiser le fonctionnement du contrat qui institue le cadre juridique. Par définition. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Rousseau vous dit qu'une véritable république n'a pas besoin de constitution. Et oui, parce que si c'est le peuple qui s'associe et qui produit le cadre, aucune loi ne peut s'imposer au peuple. Puisque c'est le peuple qui fait la loi. Donc, il faut avoir une constitution. Mais une république idéale, nous n'en sommes pas là. Mais la république idéale devrait pouvoir s'instituer d'une manière telle qu'il n'y ait pas une espèce de loi fondamentale qui s'impose au peuple comme ça. Donc si on considère ce pacte fondamental, vous voyez bien qu'à tout moment il peut être rompu. On peut toujours s'associer en disant on va se donner des lois communes, on va vivre ensemble. Il est toujours possible à un moment donné que l'association se dissolve et que la violence surgisse au détriment, toujours des plus faibles, ça commence comme ça, mais finalement arriver au détriment de tous. Parce que même le plus fort n'est jamais assez fort, dit Rousseau, pour être toujours le maître. Donc de toute façon, t'es le maître un jour, t'es pas le maître toujours. Donc, une fois que le cadre est dissous, tout le monde est perdant dans l'affaire. Donc, il y a un problème. Le problème, c'est la stabilité de la République. Comment on fait pour que la République soit stable? Et la question de la stabilité est centrale. Hein. La République, on l'a dit, ce n'est pas un phénomène naturel. C'est une création humaine. Autrement dit, c'est une institution. Or, ce qui définit une institution, c'est d'être une création humaine qui dure. S'il n'y a pas de durée, il n'y a pas d'institution. C'est la durée qui fait l'institution. C'est-à-dire la stabilité. Notre problème, c'est le temps. La politique, c'est le problème du temps. Un vrai républicain, qui fait de la politique à ce sens-là. Il sait quand il gagne, il n'a gagné que du temps. C'est tout. On ne gagne jamais en politique. Il n'y a pas de fin. Vous voyez, la République est instituée, sa vie est temporelle. Elle va disparaître. Rousseau dit ça, hein. La République, c'est un corps politique. C'est un corps, c'est comme le corps vivant, elle disparaîtra, de toute façon. Bon, simplement, tant qu'à faire, autant qu'elle ne disparaisse pas tout de suite, et autant qu'elle ne disparaisse pas par notre faute. Non mais là vraiment, je vous soumets ça, hein. Rien de dur, ça on est bien d'accord. Hein. Enfin, j'aimerais autant que ça ne soit pas par ma faute que ça s'écroule. C'est compliqué, instituer une république, très compliqué, les institutions, tout ça, une fois que c'est là, on est prudent. Un vrai républicain ne s'amuse pas avec les institutions. Comment ça, les réformer comme ça? C'est bien, faux. Mais il faut être prudent. Il faut avoir en tête ici la métaphore qu'on trouve déjà chez Platon et qu'on trouvera chez Rousseau, qui est la métaphore du médecin. Un bon médecin, vous ne prenez pas l'immortalité. Sinon, c'est un charlatan. Il ne vous prenez pas l'immortalité. Mais il fait en sorte que votre corps ne dépérisse pas trop vite. Il va faire en sorte que vous viviez le mieux possible, le plus longtemps possible. Un bon politicien est comme un bon médecin. Il fait en sorte que la République ne s'étiole pas. Il fait en sorte qu'elle vive le plus longtemps possible, le mieux possible. Parce qu'il a le sens des institutions. Voilà, d'ailleurs, c'est ça que nous enseigne Rousseau. Qu'est-ce qu'on peut espérer en dehors des institutions? Mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Là, pour le coup, hein, ça a raison, ce que dit Rousseau. Là, si tu dis que l'état de nature est un état de guerre, t'as raison si tu veux dire que c'est la guerre civile. Mais si tu veux dire ça, tu parles pas de l'état de nature. Tu parles de la réalité de l'homme dans les faits. Mais regarde ce que c'est qu'un être humain sans institution. C'est que des rapports de force, de la violence. C'est que ça. Ça ne veut pas dire que c'est un monstre. Ça veut dire que c'est un être humain, mais qui peut devenir monstrueux. Et il sera responsable de cette monstruosité précisément parce qu'il est libre. Raison pour laquelle les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, d'ailleurs. Il va falloir vivre avec. Et là, il y en a en ce moment, il va falloir qu'ils vivent avec. Toute leur vie. Hein. Pour un moment aussi. Hein. Parce que les Ukrainiens sont organisés. Hein. Vous avez vu? Prélèvement ADN et tout. Hein. Ils font les dossiers. Hein. Ils sont hyper organisés. Là, ils sont mal tombés. Les Cosaques, ils sont organisés. Alors là c'est le scoop. Hein. Là, on découvre tous qu'il se passait un truc qu'on ne connaissait pas, des gens hyper organisés. L'affaire n'est pas pliée, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas du tout, mais potentiellement, hein, ceux qui se sont lancés dans cette espèce de folie hors institution, qui est une espèce de violence brutale livrée elle-même, ils sont partis dans un truc, pas sans but. Donc, une institution, c'est fait pour durer. La République, en tant que réalité institutionnelle, est faite pour durer. Or, on l'a dit, un contrat, ça peut toujours être rompu, à tout moment. Donc, comment on fait pour garantir la stabilité de la République? Voilà. Et bien, on a besoin d'une référence à un mot de là, stable. En présence et sous les auspices de l'être suprême.
Ça bouge, nos vies bougent, on sait comment ça se finit, on ne sait pas après ce qu'il faut faire, on sait comment ça se finit. Et la République, on sait comment ça se finit. Mais on ne veut pas que ça finisse avec nous, on ne veut pas que ça finisse avec nos enfants. Donc on veut que ça soit stable. Donc on est prudent. Mais si ça ne repose que sur des volontés qui sont inconstantes, si ça repose sur des êtres qui sont animés de passions elles-mêmes toujours fluctuantes, certes libres en moi, mais en fait livrés à des émotions, des passions, des intérêts contradictoires, la chose n'est pas gagnée. Donc il nous faut une référence stable, de sorte que la référence à Dieu ici est une référence finalement au fond très républicaine, puisqu'elle n'est là que pour garantir la stabilité des institutions, et par conséquent, loi de Dieu et loi de la République ne s'opposent plus. Mais on n'a pas fini. Mais c'est un moment important, il faut passer par là, je pense. Si on pense pas ça, parce qu'il y a une vérité de ça. La République, je disais, d'ailleurs tout à l'heure je faisais allusion à ça, je disais, si je veux penser l'homme, je veux penser faire l'homme quelque chose qui n'est pas piégé dans le monde. Sinon, je peux le penser, mais c'est une thèse, hein. On a le droit de penser que l'homme est piégé dans le monde. C'est une thèse. C'est un peu compliqué de dire ensuite que les hommes naissent et demeurent libres. Ça, même en droit, hein, c'est un peu complexe. Il faut dire, les hommes, c'est des choses, ils gisent dans la réalité empirique, et puis voilà, et puis bon, peut-être que par l'intérêt, le sentiment, et par un calcul plaisir-douleur, ils deviendront républicains plutôt. On peut le penser comme ça. Mais ne parlons pas de liberté, parlons d'autre chose. Arrêtons avec cette idée, liberté. Il faut assumer. Si on parle de liberté, on parle de quelque chose de métaphysique. D'accord. Mais au-delà de cette dimension métaphysique de l'homme, ce qu'on voit, c'est que la République elle-même, elle regarde en haut. Elle ne regarde pas en bas, elle regarde en haut. Qu'est-ce qui garantit que ce qu'on fait a une valeur qui mérite de s'installer dans le temps? Alors, quand même, un petit détour ici pour appuyer cette idée, creuser un peu les choses. Parce que là, j'ai beaucoup analysé la République, je n'ai pas beaucoup analysé la religion. J'ai fait comme si la religion, c'était une croyance en Dieu, point. Il faut qu'on s'arrête un instant, et on va comprendre ici que peut-être qu'il y a une articulation de la religion et de la République qui est encore plus puissante qu'on l'imagine. Après, on discute, hein, je ne suis pas au bouquet. Il faut qu'on regarde ça. Platon, Platon, c'est le maître de Rousseau. Hein, Platon, c'est ce disciple de Socrate qui ancre toute sa pensée dans une anthropologie, une méditation sur l'homme. Tu veux savoir ce qu'est une vie réussie, comme tout le monde, eh ben, tu dois commencer par t'interroger qu'est-ce que c'est qu'être humain. On commence par là, parce que comment tu peux espérer réussir quoi que ce soit si tu es à côté de ta propre nature. Donc Platon, c'est celui qui va, comme dit Rousseau, épurer le cœur de l'homme. On va aller regarder de très près la nature humaine. Et il y a un texte de Platon qui est absolument magnifique sur la question religieuse, ça s'appelle Eutyphron, c'est un petit dialogue, enfin petit par la taille, mais important par les idées qu'il nous fournit, qu'il nous livre. Dans ce dialogue-là, Platon interroge la religion, et comme toujours chez Platon, c'est mis en scène de manière très empirique, c'est-à-dire il y a une mise en scène, alors il n'y a pas une note au hasard, d'accord? On est comme chez Mozart, hein, c'est pas il fait ça pour faire joli, il fait ça pour des raisons philosophiques. La situation est la suivante. Socrate se rend au tribunal. Il écoute, donc il va se soumettre aux lois des hommes. Loi de la République, si on veut pour nous, loi des hommes. Alors il se rend au tribunal, il est convoqué parce qu'on lui reproche son impiété. Et alors, nous on sait comment ça va se finir, hein, il va être condamné. C'est la première étape de la procédure qui va le conduire à la condamnation à mort. Et donc il se rend au tribunal et il rencontre un jeune garçon qui a l'âge de mes élèves, comme ça, et alors c'est Eutyphron, c'est le titre du bouquin, Eutyphron. Alors Eutyphron et Socrate dialoguent comme ça, alors Eutyphron demande à Socrate, qu'est-ce que tu viens faire là? Je sais pas, je suis convoqué parce qu'on me reproche mon impiété, je comprends pas bien pourquoi, mais on va voir. Bon, nous on sait déjà ce qui va se passer, Socrate, on va voir. Mais toi Eutyphron, tu viens pourquoi? Et alors Eutyphron lui dit, moi je suis pas venu parce que je suis accusé, je suis venu accuser. Ah, pas la même situation, tu es l'accusateur. Et tu viens accuser qui? Mon père. Ah, bah déjà, tu viens accuser ton père, mais tu viens l'accuser de quoi? D'un homicide. Quand même, tu viens accuser ton père d'homicide, mais bon, il y a la peine de mort en Grèce, hein, donc on pourrait traduire, tu viens tuer ton père, donc potentiellement, par le biais du droit. Tu peux utiliser, mais tu viens accuser. Alors tu racontes une histoire, un employé sur la propriété paternelle a fait je sais pas quoi, mon père il l'a enchaîné au fond d'un puits, il a envoyé un type à Athènes pour demander ce qu'on devait en faire juridiquement, le temps que le type fasse l'aller-retour, l'autre il est mort au fond du puits. Donc il a tué le gars. Moi je viens de dénoncer.
Bon, c'est pas bien, peut-être ce qu'a fait ton père, mais est-ce que c'est juste pour un fils de dénoncer son père? Une question, une vraie question. Est-ce qu'il est juste pour un fils de dénoncer son père? Socrate répond, oui, c'est juste. Ben oui, c'est juste. Puisque les dieux aiment ceux qui agissent conformément à la justice, et les dieux n'aiment pas ceux qui se font complices d'un homicide. Voilà. Socrate dit, bah écoute, Siphon, ça tombe bien, moi on m'accuse d'impiété, on me dit, on me reproche de n'être pas religieux, je comprends pas pourquoi, mais toi qui viens dénoncer ton père, au nom des dieux, toi tu sais ce que c'est qu'un religieux. Sinon tu ne le ferais pas. C'est génial, Platon aussi. L'autre il a 18 ans, hein, vous voyez, Socrate il a déjà un moment philosophique derrière lui, vous voyez. Alors vas-y, le Typhon, dis-moi ce que c'est que la religion. Le Typhon, c'est simple. Être religieux, c'est agir pour plaire aux dieux. Voilà. Tu agis pour plaire aux dieux. Et si tu agis en plaisant aux dieux, les dieux vont t'aimer. Voilà ce qu'est la religion, donc c'est simple. Bon, Socrate, mais t'es sûr? Parce que, bon, imaginons, t'as raison, par hypothèse, hein. Donc, tu agis bien, et par conséquent, les dieux t'aiment. Donc, toi, tu es l'agent, celui qui agit, et les dieux sont les patients, ceux qui subissent ton action. Bon, tu produis un effet sur eux. Toi, tu es actif, eux, ils sont passifs, toi, tu agis, et ton action produit un effet sur les dieux, ils vont t'aimer, c'est la conséquence de ton action. Donc, tu agis sur les dieux. C'est sûr? C'est possible, ça? Non, mais... c'est sûr que c'est possible? Parce que, fais attention, Typhon. Si les dieux sont les dieux, tu vas peut-être les mettre en colère. Parce que les dieux puissent agir sur toi, ça oui. Les dieux sont les dieux. Mais que toi, tu puisses produire des effets sur les dieux, enfin, vous voyez, je paraphrase le texte, mais si j'étais toi, je ferais attention. On pourrait le traduire d'ailleurs en termes un peu comme ça. Tu fais ton malin. D'ailleurs, il a 18 ans. Tu fais ton malin. Le malin. C'est bien. Qui fait l'ange fait la bête. Hein. Tu es là, tu veux plaire aux dieux, tu viens dénoncer ton père, et tu prétends agir sur les dieux. Mais d'ailleurs, Typhon, il se laisse pas faire, il va dire, oui, enfin, Socrate, tu me dis ça, mais quand même, quand on est religieux, on prie, quand on prie, on demande. Et puis quand les dieux t'ont donné, ils t'ont donné ce que tu as demandé dans ta prière, tu fais des offrandes, tu rends, voilà. Tu trafiques avec les dieux. Alors là, ton affaire s'aggrave, Typhon, parce que si, c'est Socrate, moi je sais pas, c'est toi qui me dis qu'il y a des dieux, moi j'ai rien dit. Tu me dis qu'il y a des dieux, et maintenant tu me dis, 1, que tu agis sur eux, 2, que tu fais des deals avec eux, que tu échanges, et alors tu leur donnes des choses en compensation de ce qu'ils t'ont donné, mais moi je te demande, qu'est-ce que tu peux donner aux dieux qu'ils n'ont pas? Parce que si les dieux sont les dieux, ils ne manquent de rien. Donc tu leur donnes quelque chose qu'ils ont déjà, en contrepartie de ce qu'ils t'ont donné que tu n'avais pas. Ça, c'est pas un échange, ça, tu vois, Typhon, c'est une escroquerie. Tu trafiques avec les dieux. Donc, ça veut dire que tu prétends deux choses, agir et échanger, alors que tu es face à des êtres, quand tu es religieux, en tout cas, tu t'invoques des êtres, sur lesquels tu ne peux pas agir et avec lesquels tu ne peux pas échanger. Et il n'y a pas d'échange avec Dieu. Et, on n'est pas... et l'échange suppose une certaine égalité. C'est la réciprocité. Et si les dieux sont les dieux, nous ont tout donné. Nous avons à leur égard une dette infinie, une dette que nous ne pourrons jamais rembourser. Vous sentez le poids? Vous sentez le poids? Un authentique religieux vit avec le sentiment d'une dette infinie qu'il ne pourra jamais rembourser. Il ne fait pas son malin. Le Typhon, vous l'avez connu, c'est un phalétique. Il prétend agir au nom des dieux. Vous voyez? Alors lui, il confond. Alors lui, loi de Dieu, loi de la République, mais tout se mêle. Il utilise la loi de la République comme un moyen d'accomplir la volonté des dieux pour espérer en contrepartie obtenir je ne sais quoi. Donc il est dans la confusion. Bon. Mais si j'aborde maintenant la question de la religion en distinguant la religion de ce que Typhon dit, parce que Typhon, c'est ce que n'est pas la religion. Il faut que je pense la religion comme la référence à un au-delà sur lequel on ne peut pas agir, avec lequel on ne peut pas échanger. Un au-delà, c'est-à-dire une transcendance. Vous voyez, quelque chose qui est inaccessible, sur lequel je ne peux pas agir directement. Et là, on comprend pourquoi Rousseau vous parle de cette volonté divine, en évoquant le contrat social.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que passer le contrat, c'est accomplir la volonté de Dieu pour se faire bien voir par les dieux qui finalement, quand on dit ça, ressemblent à des sortes de tyrans avec lesquels on espère établir vous voyez, une espèce de troc avec une duplicité. Vous voyez, c'est ça. Le typhon, il est face à ce qu'il appelle les dieux comme l'esclave servile face à son maître. Vous voyez, est-ce que je suis assez veule là? Est-ce que je suis assez servile? Est-ce que je t'ai assez donné pour que tu consentes à ne pas me tuer? Vous voyez, c'est ça. Non, la religion, c'est pas ça. Enfin, si on la pense vraiment comme la référence à un au-delà, sacralisé, un au-delà qui inspire le respect et la crainte, tu ne fais pas de deal avec ça. Il n'y a pas d'échange. Donc, une telle conception de la foi n'est pas incompatible avec l'idée républicaine, si on la pense comme ça. Pas incompatible. C'est pour ça que Rousseau fait ça. Il n'est pas incompatible de dire on passe un contrat, mais on a le sentiment de produire une institution, c'est fait pour s'installer dans la durée, il nous faut quelque chose qui garantisse cette stabilité, mais pas quelque chose sur lequel on peut agir, pas quelque chose qui va intervenir comme une espèce de démiurge qui va produire la République, c'est pas ça. Quelque chose qui est un point d'ancrage, c'est-à-dire un absolu. Un absolu. Le républicain est animé par une soif d'absolu, évidemment. Évidemment, la République idéale, c'est un absolu, de toute façon, elle n'est pas à notre portée, un peuple libre, connaissant une égalité absolument instituée, garantissant. On voit bien qu'on est toujours dans l'imperfection, puis la République, dans sa réalité historique, c'est aussi beaucoup de choses qui sont problématiques, hein, la colonisation, tout ça, c'est un problème quand même dans l'histoire de la République. Bon. Donc la République, c'est un legs, et le legs, il est ce qu'il est, mais c'est un idéal. Et dans l'idéal, il y a bien une référence à quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu. Vous voyez, il y a une tension entre les deux. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas de l'idéal, il faut que ça soit comme avant. Puis il y a ceux qui c'est l'inverse. Ils ne veulent pas du legs. Il faut tout changer tout le temps. Alors, le premier, il oublie que les institutions étant humaines, on peut toujours les changer. Puis le deuxième, il croit qu'il faut que tout change tout le temps, il faut tout mettre par terre, il n'y a plus d'institution. C'est ni l'un ni l'autre. Donc, avec Rousseau, on a une thèse qui nous dit, après tout, loi de Dieu de la République, finalement. Bon, mais, alors, on n'est pas au bout, parce qu'en réalité, j'ai fait un va-et-vient. Vous voyez, je vous ai lu un passage du second discours, où Rousseau parle de la liberté, j'adore ce texte, hein, l'homme barbare qui préfère la plus orageuse liberté de l'assujettissement tranquille. Ensuite, j'ai évoqué la République comme contrat. Là, j'étais dans le contrat social. Je reviens en arrière au second discours et je trouve ce texte-là. Mais dans le même texte, Rousseau précise, il dit, bon, il y a des recherches à faire. Voilà. Mais en attendant, je propose ça. Donc en réalité, quand il expose ça, il n'est pas au bout. Il n'est pas au bout. Il n'y a pas encore le contrat social. Donc la question devient, mais alors, si on veut s'en tenir au contrat, mais qu'on veut la stabilité, comment on fait? Alors, en fait, on a besoin d'un au-delà. Mais l'au-delà, c'est pas la peine d'aller le chercher hors de l'homme. L'au-delà, il est en nous. C'est ça que trouve le contrat social. Il y a un au-delà, mais il n'est pas transcendant dans l'humanité, il n'est pas transcendant dans la République elle-même. Il est immanent à chacun. Il est en nous, en chacun. Cet au-delà, on l'a touché un peu du doigt déjà tout à l'heure, c'est la liberté. La liberté, on a dit, elle demeure. Si elle demeure, il y a quelque chose en nous qui n'est pas totalement piégé dans le monde. Donc il y a un au-delà en nous. Vous voyez, quelque chose de métaphysique. Si on est complètement piégé, il n'y a pas de République. Ça ne veut rien dire. Si, la République, je remplace la République, enfin, une espèce de cadre qui serait laïque, pourquoi pas, hein, même athée, on pourrait même imaginer un truc un peu soviétique, hein, c'est possible. Hein. Bon, si on envisage la République comme l'institution qui garantit ou qui même elle-même institue la liberté, on a cet au-delà-là. La seule chose qui manquait à Rousseau quand il a écrit ce passage là, sur la volonté de Dieu, c'est un concept un peu difficile, mais je vais conclure par ça, qui est le concept de volonté générale. En fait, la République repose sur cette idée que le peuple a une volonté. Voilà, c'est ça, le peuple a une volonté. Raison pour laquelle un peuple, ça n'est pas une somme d'individus. Ce n'est pas une somme d'individus juxtaposés les uns à côté des autres, animés de passions qui sont antagonistes, possédant chacun une volonté qui est toujours singulière, parce que si je fais une somme de ça, je n'obtiens rien. J'obtiens le chaos. Et la somme d'une volonté qui veut augmenter les impôts, d'une volonté qui veut diminuer les impôts, ça ne donne rien. Bah, surtout si celui qui veut qu'ils augmentent pense aux impôts qu'ils ne payent pas, et surtout si celui qui veut qu'ils baissent pense aux impôts qu'ils payent. Alors on est mal parti, on ne va pas arriver à s'entendre pour produire une volonté commune. Vous voyez, donc si on essaie de penser la République comme une institution qui est très profondément ancrée dans l'idée de liberté, il va falloir qu'on trouve le moyen de penser que le peuple a une volonté, et que cette volonté est l'origine de la loi.
La loi de la République ne peut pas être autre chose que la volonté du peuple, ou l'émanation de la volonté du peuple. D'ailleurs, si la loi est l'émanation de la volonté du peuple, chacun, en obéissant à cette loi, n'obéit dans le fond qu'à lui-même, puisqu'il fait partie de ce peuple. C'est ça l'idée de Rousseau. Il faut envisager une volonté commune, produisant une loi commune, qui soit telle que chacun, en obéissant à cette loi, n'obéisse en fait qu'à lui-même. Vous voyez, ça, alors là, c'est pas l'idéal. Bon, c'est un idéal, hein. On n'est pas dedans, mais on a dit, on est pris entre un legs et un idéal. Bon, le legs, on connaît, l'idéal, regardons de ce côté-là. Et c'est ça qui donne un sens à l'action. Celui qui est animé par une foi républicaine. Il y a une sorte de foi dans la République. Il faut y croire. Mais pas pour mauvaises raisons. Tant qu'à faire, il faut trouver des bonnes raisons d'y croire. Et la bonne raison d'y croire, c'est la liberté. Quoi d'autre? Et donc, envisageons ça, une volonté commune. Alors, pour le dire simplement, on pourrait dire qu'il y a des choses comme ça. Dans la République idéale, la volonté générale, c'est ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. Vous voyez, ce n'est pas une somme de volonté. Ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. Je prends un exemple qui devrait illustrer ça. Imaginons, là, on se réunit. Je ne suis pas conférencier, on est tous ensemble, on débat publiquement des affaires de la cité, une petite cité. Et je prends la parole publiquement, devant les citoyens réunis encore, et je livre une information à l'Assemblée. Donc, mon information, c'est qu'il y a un corps politique voisin, il est en train de s'organiser pour nous faire la guerre. On est bien, on est bon segment, les troupes sont amassées à la frontière, ils vont arriver. Et s'ils parviennent à leur fin, on va perdre nos vies, nos libertés et nos biens. Donc je soumets à l'Assemblée cette proposition, c'est que nous nous organisions pour nous défendre afin de sauver nos vies, nos libertés et nos biens. Et je vous rappelle que si on est réunis, c'est uniquement pour ça. Puisqu'une République n'a pas d'autre sens que de garantir à chacun sa vie, sa liberté et ses biens. Bon. Donc, si nous produisons un accord sur la base de ma proposition, ben, c'est la volonté générale. Et celui qui n'est pas d'accord, mais ce n'est pas une question de somme. D'ailleurs, si la République c'était une somme de volonté, il faudrait dire quoi? Que la volonté du peuple, c'est la volonté de la majorité, alors? Ce serait du quantitatif. Mais le quantitatif n'a jamais fait la légitimité d'un gouvernement. C'est les tyrans qui cherchent la légitimité dans le chiffre. La quantité, ça fait une foule. Ça ne fait pas un peuple. Vous voyez bien. La démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Mais c'est le pouvoir du peuple. Donc il faut, pour qu'il y ait une démocratie effective dans un cadre républicain, que la loi soit l'émanation de ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun. Sinon, si c'est le plus grand nombre qui gouverne, c'est la loi du plus grand nombre, donc c'est la loi du plus fort. Et c'est l'antichambre de la... Ça, Platon l'avait déjà vu. Ça, c'est l'antichambre de la tyrannie. Quand on commence à envisager la République et la démocratie comme fonctionnement républicain sur la base de la quantité, on a déjà un pied du côté de la tyrannie. Les tyrans adorent ça. Par exemple, imaginez une hypothèse, hein. Un tyran organisera un référendum. On se dit, il va être malin, il va faire 60-40. Non, le tyran fait 98. D'ailleurs, il en manque 2 et déjà il va faire l'effort. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la quantité. Vous voyez, c'est la quantité. Non, mais ça, Platon le dit déjà très très bien, c'est déjà dit. Vous voyez, c'est fait de la quantité. Et puis alors là, c'est le royaume des hableurs qui vont faire appel à la psychologie des foules, quoi. Et puis on va manipuler. C'est la quantité, c'est la foule. Non, un républicain ne s'adresse jamais à une foule, il s'adresse à un peuple. Donc il s'adresse à ce qui est universalisable dans chacun, c'est-à-dire ce qui relève plutôt de la raison, plutôt que de la passion. Vous voyez, on va regarder de ce côté-là. Et s'il ne sait pas le faire, c'est pas grave. Il fait écrire son discours par quelqu'un qui sait le faire. Un vrai républicain, il n'hésite pas. On lui écrit son discours. C'est pas grave. Il vaut mieux qu'il lise un discours qu'il n'a pas écrit et qui est républicain, plutôt qu'il se lâche à faire des inventions et à finalement finir par s'adresser par la foule, à la foule. Donc, vous voyez bien, la volonté générale, c'est pas une somme. La volonté générale, c'est ce qu'il y a d'universalisable dans la volonté de chacun, de sorte que le peuple, dès lors, produit une unité telle que la loi émanant de cette unité institue la liberté de chacun, puisque chacun, en obéissant à cette loi, n'obéira en fait qu'à lui-même. Donc, regardez bien, il y a un au-delà. Simplement, l'au-delà, c'est pas Dieu. C'est pas une transcendance au-delà de l'humanité. L'au-delà, c'est le peuple. Dans la notion de peuple, il y a l'idée d'un au-delà, d'une transcendance à l'égard de l'individu. Il y a quelque chose qui, dans la République, me dépasse, mais dont je participe. Mais dont je participe en tant qu'il y a quelque chose en moi qui me dépasse. Vous voyez ?
quelque chose en moi qui n'est pas simplement embourbé dans les intérêts particuliers, une volonté qui n'est en fait qu'une pulsion désordonnée. Il y a quelque chose en moi qui est une puissance de vouloir qui s'élève à l'universel. Et donc quand j'obéis à la loi de la République, dans l'idée, quand j'obéis à la loi de la République, dans le fond, je ne m'obéis qu'à moi-même. Dès lors, la loi de la République n'est pas du tout de même nature que la loi divine. Là, on a une séparation bien nette. Mais malgré tout, la République maintient l'idée d'une exigence d'au-delà ou d'absolu que les religieux, à leur manière, voient, même s'ils ne sont pas républicains. Et je voudrais terminer par cette citation de Rousseau, vous trouvez dans le contrat social, quand même. Nous sommes contraints de nous organiser pour vivre ensemble. Mais nous nous définissons par la liberté. Comment on fait pour ne pas obéir aux autres? Parce que, je vous lis ce passage. Les hommes n'eurent d'abord d'autres rois que les dieux, ni d'autres gouvernements que le théocratique. C'est historique, hein, mais pourquoi il dit? Et Rousseau précise, il faut une longue altération de sentiments et d'idées pour qu'on puisse se résoudre à prendre son semblable pour maître et se flatter qu'on s'en trouvera bien. Vous voyez quand même. Prendre son semblable pour maître et se soumettre à lui ou à elle. Se soumettre comme un esclave. Il faut déjà, je cite Rousseau là, une longue altération de sentiments et d'idées. Surtout si en plus on se flatte de s'en trouver bien. On finit par aimer la servitude, dans la servitude. On finit même par croire que c'est naturel. Simplement, ce qu'on vient de dire avec la République, c'est que précisément être républicain, ça n'est pas accepter de se soumettre à son semblable. On ne se soumet pas à son semblable. On se soumet à la loi de la République, parce qu'en se soumettant à cette loi, on se soumet à la volonté du peuple, et en se soumettant à la volonté du peuple, précisément, on ne se soumet plus du tout à la volonté de quelque individu que ce soit. La République sans la liberté n'est pas la République, et dans la République, il y a de la place pour l'absolu, donc la religion a aussi sa place dans la République. Le tout, c'est que chaque chose soit bien à sa place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Juste que depuis Rousseau, depuis Platon, depuis Rousseau, il y a quand même eu la Révolution française. Et puis il y a eu aussi la loi de 1905. Alors est-ce que ça ne modifie pas un peu le regard qu'on porte sur la... Alors, on pourrait répondre oui immédiatement si on se disait justement que, par exemple, la pensée d'un Rousseau et la pensée d'un homme du début du XVIIIe siècle qui n'a pas connu la Révolution française, la pensée d'un Platon et la pensée d'un Grec du IVe siècle, du Ve siècle avant Jésus-Christ, etc. On peut le relire comme ça. Mais c'est pour ça que je faisais la comparaison justement entre ces grands penseurs et une œuvre d'art. C'est-à-dire, si vous prenez une symphonie, c'est très compliqué d'expliquer l'ordre des notes de la symphonie, d'une symphonie de Mozart, à partir des conditions sociales qui étaient les siennes. Donc, essayons d'envisager un instant que la pensée philosophique puisse s'inscrire dans un monde, mais puisse s'élever à quelque chose qui va au-delà de ce monde. Par exemple, on a ça, alors chez les philosophes, toujours discuter, mais si par exemple je faisais de la géométrie, personne ne me dirait, bah, Pythagore, oui, mais enfin Pythagore, c'est 5e siècle, au 6e siècle, il s'est passé de l'eau sous les ponts. Non, le terme de Pythagore, il reste valide. Donc il y a dans la pensée philosophique une exigence d'universalité. Ça ne veut pas dire que tout est indépendable, etc. Mais précisément, ce qui est intéressant chez Rousseau, c'est que la manière qu'il a de penser la République comme étant fondée sur l'homme, d'en déduire que la République ne peut pas être déduite de Dieu, parce qu'elle n'est pas déduite de Dieu. De remarquer que la République, même si elle est fondée sur l'homme, n'est pas déduite de Dieu, a besoin d'une référence à l'absolu, toujours d'une manière ou d'une autre. Ben justement, on le retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme, Révolution française, on le retrouve dans les principes de laïcité que nous connaissons. Peut-être même que la Grande Déclaration, d'ailleurs l'article 1, c'est une reprise d'une phrase de Rousseau, ni plus ni moins. C'est la première phrase du contrat social. L'homme est né libre et partout il est dans les faits. Les hommes naissent libres de droit, on voit bien d'où ça vient. Et même le principe d'une séparation, d'une laïcisation du politique, c'est déjà chez Rousseau. Alors après, c'est vrai que l'histoire est ainsi faite que nous en sommes arrivés à une séparation effective par la loi de 1905, mais il y a eu avant,
dès la fin du 19e. J'évoquais tout à l'heure l'exigence de laïcité des maîtres dans les écoles, ça date d'avant. Hein. Donc ça s'est fait par étapes successives jusqu'à la loi qui interdit les signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires. Donc ça s'est fait par étapes. Mais toutes ces étapes-là qui sont juridiques s'enracinent dans l'idée que l'ordre politique est proprement humain et qu'il faut séparer de ce point de vue-là l'ordre politique temporel de l'ordre religieux. Bon, ça vous l'avez déjà... Quand Platon écrit La République, il écrit un ouvrage, il a beau l'avoir écrit il y a plus de 20 siècles, 25 siècles bientôt, il a écrit un ouvrage dont nous sommes encore les héritiers. Regardez, pour nous, il est évident qu'il n'y a pas de république sans école. Vous ne pouvez pas avoir un peuple éclairé si vous n'avez pas une école qui forme un peu... Platon, il vous dit qu'il n'y a pas de république sans école. Et toute la République, c'est au moins autant un traité de pédagogie qu'un traité de philosophie politique. Donc, vous voyez, je comprends hein, l'objection, mais peut-être qu'il y a des penseurs avec lesquels on n'arrête pas de débattre. Vous voyez, des sortes de... Parce qu'ils ont tellement bien posé les problèmes qu'à partir de là, on continue. Si on devait regarder, je ne sais pas, tout au long du 19 et du 20e siècle, le débat avec Rousseau, il ressurgit sans cesse. Les nationalistes diront, oh là là, Rousseau c'est le mal absolu, il faut revenir à la nature, à la nation close, aux frontières naturelles, c'est pas des contrats, etc. Barrès, Maurras, ça donnera ce que ça donnera, on connaît, surtout Maurras. Et du côté marxiste, vous aurez des théoriciens qui diront, oh là là, le contrat, c'est des trucs, il y a une nécessité historique, il faut suivre le cours de l'histoire, etc. Mais celui qui dit ça, il dialogue avec Rousseau. C'est un dialogue, on n'est pas d'accord, on s'oppose. Et sur le sujet qui nous intéresse, loi de Dieu, loi de la République, la formulation même, quand même, renvoie à quelque chose de très rousseauiste dans ce sens-là, ou platonicien. Mais bon, les auteurs, honnêtement, ils nous livrent des pensées qu'on a à faire nôtres. C'est pas parce que c'est Rousseau qui les dit, ça c'est pas... Voilà. Je vous en prie. Oui. Jean-Marie, qu'on assiste à un retour du religieux, et que peut-être la frontière entre Dieu et la République, la laïcité, je ne sais pas comment dire, devient de plus en plus poreuse aux États-Unis. Alors je parle même pas de migrants, puisque c'est un régime théocratique, et donc la loi de Dieu est évidemment au-dessus de tout. Même aux États-Unis, on l'a vu, la question de la remise en cause du droit fédéral à l'avortement, par exemple, et puis ce qu'a dit le président, l'ancien président Trump, en disant il se félicitait de l'abrogation de la loi, en disant c'est la volonté de Dieu. Donc ma question est celle-là, est-ce que même si on est dans des sociétés sécularisées, c'est pas forcément quelque chose de linéaire, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à une porosité plus grande entre les religions et la République laïque? Alors, bon, après, la question, là, telle que tu la poses, a une dimension historique ou sociale. Bon, un sociologue pourrait peut-être expliquer ce qui est en train de se passer, mais si on regarde les choses philosophiquement, c'est compliqué d'être un être humain et d'arriver à penser sa vie sans, à un moment donné, se référer d'une manière ou d'une autre à un au-delà. C'est compliqué. Alors, les uns vont chercher l'au-delà en Dieu, les autres dans des dieux, le républicain peut-être à sa manière dans la liberté, enfin, il y a toujours une référence à l'au-delà. Et en ce sens-là, il y a une vérité de la religion. Il faut faire avec. C'est-à-dire, on la fait sortir par la porte, elle revient par la fenêtre. Parce que une vérité, hein, j'ai dit une, c'est la vérité de la religion, mais il y a une vérité. Que Rousseau exprime à sa manière, hein, il faut déjà une altération de sentiments très forte pour accepter de se soumettre à ses semblables plutôt qu'à Dieu, donc il y a quand même une vérité de ça. Parce que, je prenais l'exemple de Tifron tout à l'heure. Ça, le Tifron, par exemple, c'est un texte qui est écrit, c'est le premier texte de Platon, d'après ce qu'on sait, un des premiers textes philosophiques qu'on a intégralement, vraiment un texte complet, et c'est un texte qui parle de religion. La philosophie naît dans un débat avec la religion, et Socrate est condamné à mort puisqu'on lui reproche son impiété. Donc tout de suite, il y a une tension là, qui est liée à la religion. Mais justement, le personnage de Tifron ne voit pas l'au-delà. Pour lui, les dieux, c'est des êtres avec lesquels on fait des échanges, on calcule, etc. Donc on peut faire un deal, on peut agir sur eux. Mais quelqu'un qui aurait un sentiment religieux, qui serait un sentiment le portant à envisager un au-delà, avec lequel il n'y a pas d'échange possible, celui-là, si on lui dit... oui, mais cette loi que tu estimes venir de cet au-delà, c'est pas la liberté, parce que la liberté, c'est les lois que les hommes se donnent. Mais lui,
dire, mais la liberté, c'est là. Puisque s'il y a un au-delà, cet au-delà, il est au-delà de l'État, il est au-delà de l'histoire, il est au-delà des rapports de force, il est au-delà des tyrans, il est au-delà de tout ça. Donc, d'une certaine manière, la religiosité est une aspiration à la liberté. C'est pour ça que c'est compliqué, on ne peut pas dire, allez hop, on a réglé le problème des religions, c'est des superstitions, on a réglé le problème, on est entre nous, on est rationnel, puis c'est réglé. Parce qu'on fait ça, et puis on va retrouver une exigence d'au-delà, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, Kant le formule à sa manière, que m'est-il permis d'espérer? Je vis dans l'histoire, je constitue une république, je suis bien conscient qu'elle n'est pas éternelle, bon, ça ne durera pas éternellement, mais vous voyez, à quoi bon? Que m'est-il permis? Peut-être que ça a un sens, peut-être que... Donc, une fois qu'on a dit ça, ta question reste une vraie question, parce que je ne dis pas que tout ce qui est en train de se passer, ces mouvements dits religieux, en tout cas, qui réapparaissent un peu partout, soient des mouvements qui sont des aspirations à la liberté. Parce que peut-être que dans ce qu'on voit se développer un peu partout, il y a beaucoup de petits fronts quand même. Donc on n'est pas du tout dans la religiosité que j'évoquais là, qui finalement est une religiosité qui tient au fait que l'homme est un être conscient et qu'il a conscience d'être mortel et qu'il a conscience de ne pas être un dieu et qu'il a conscience d'un manque d'absolu qui se révèle là, qui se révèle dans les religions, qui se révèle dans l'art. Les grands génies nous révèlent quelque chose qui nous semble venir d'ailleurs. C'est très compliqué d'expliquer l'œuvre du génie simplement par des mécanismes neuronaux, psychologiques, sociaux. Il y a quelque chose, c'est comme un surgissement dans notre expérience de quelque chose qui touche à l'absolu. Donc voilà, il y a une dimension religieuse qui, en ce sens, est compatible avec la République, pas de problème, une aspiration à la liberté, bon, mais il y a une réalité de ce qu'on appelle le fait religieux qui, bien souvent, ressemble plus à un petit front qu'à une foi respectueuse de la personne humaine et de la liberté. Voilà. Ceci étant dit, l'idée d'une république théocratique, sur le fond de l'affaire, le concept n'est pas délirant, puisque la république n'est pas la démocratie. La république, c'est le cadre à l'intérieur duquel on fait fonctionner la démocratie. Donc le républicain théocratique lui dit j'ai le cadre, mais je ne vais pas chercher l'enracinement en bas, c'est-à-dire dans le peuple, je vais le chercher en haut, c'est-à-dire dans un au-delà. Voilà. Donc là où le républicain, au sens où nous l'entendons là ce soir, est en désaccord, c'est que la république, pour lui, n'a de sens que dans l'institution de la liberté, et pas dans la soumission, qu'elle soit à un autre ou à un dieu. C'est la liberté. En ce sens-là, la République est laïque, par nature. Voilà. Bon. C'est compliqué la religion. Hein. Moi, je pense qu'il faut y aller prudemment, parce que on peut condamner, mais des fois on condamne ce qui finalement n'est pas très religieux, des attitudes, petit front, c'est pas religieux. Ben, il dit qu'il est religieux, mais il va tuer son père pour plaire aux dieux. Il va tuer son père pour plaire aux dieux, franchement. Enfin, dénoncer un système juridique qui potentiellement pourrait le mettre à mort pour plaire aux dieux. Est-ce que c'est religieux, ça? Lui, il le dit, mais bon, ne confondons pas le fanatisme et la religion. Voilà. Peut-être. Il y a des religieux qui ne sont pas fanatiques. Oui, Pascal, par exemple. On pense à comme Pascal. Pascal, il vous dit, il y a un au-delà, je ne peux pas le connaître, donc je ne vais pas prétendre agir en son nom. Si foi j'ai, et ne peut pas venir devoir, mais accordé, donc je n'ai qu'à me disposer pour accueillir la foi. Je ne sais pas ce que vous voulez dire à Pascal. Vous dites, Pascal, t'es un imbécile parce que t'es religieux. Non, c'est pas idiot son truc. Je me dispose à accueillir, moi j'accueille la foi. Il n'est absolument pas question de contraindre qui que ce soit. Et comme je ne prétends pas savoir ce qu'est la volonté de Dieu, précisément parce que je suis un authentique religieux qui pose Dieu dans un au-delà, dans le doute, j'obéis aux lois. Voilà. Dans le doute, j'obéis aux lois de la République. C'est bon. Peu importe les motivations. D'ailleurs, la République, elle ne demande pas d'obéir aux lois pour des motivations républicaines, elle demande d'obéir aux lois parce qu'il faut obéir aux lois. Le feu rouge, il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Je peux m'arrêter par respect pour la dignité de la personne humaine en me disant que si j'enfreins la loi, je risque de blesser un innocent qui risque de passer au même moment. Peut-être même que je peux porter atteinte à ma santé et à ma vie, ce qui serait une faute morale, puisque je dois me respecter comme une fin et pas simplement comme un moyen, et je peux déplier l'idée. Je peux m'arrêter au feu rouge pour cette raison. Bon, je peux m'arrêter au feu rouge parce que j'ai peur de me faire avoir et de perdre des points sur mon permis. Bon, mais à l'arrivée, dans les deux cas, je m'arrête. Le policier qui va regarder va faire la différence. Il va dire, tu t'es arrêté, c'est bien. Vous voyez, c'est tout. Ben, c'est pas juste. Moi, je m'arrête pour des raisons morales, pour des raisons... Mais l'autre, il s'arrête par intérêt, et puis on ne fait pas la différence. La République, vous voyez, tu t'arrêtes. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà, tu obéis aux lois de la République. Oui, mais moi, je suis religieux, ben, oui, mais t'as le droit, c'est pas le problème. Tu obéis aux lois de la République. C'est tout. Donc Pascal, c'est pour ça, c'est dans le doute.
Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. T'es en Espagne, t'es obéo espagnol, t'es en France, t'es obéo française. Tu prétends pas. Pierre, lui, il va plus loin. Dans le doute, alors lui, ils sont pas religieux. Dans le doute, tu respectes les rituels. Dans le doute, vous voyez, c'est dans le doute. C'est ça. Hein. Tu pries, voilà. J'ai pas la foi. Ouais, bah, dans le doute, tu pries quand même. Voilà. Justement, c'est peut-être le moment de prier, là. Peut-être la foi te sera peut-être accordée. C'est vraiment une pensée religieuse, mais pas du tout fanatique. C'est parfaitement compatible avec la République. Une pensée comme ça. Moi, comme professeur de philosophie, si j'étudie un texte de Pascal avec mes élèves, j'ai absolument pas le sentiment d'enfreindre d'une manière ou d'une autre le principe de la laïcité. Au contraire. Au contraire, c'est un texte qui montre bien comment religion et République peuvent s'articuler. Mais bon, ça, l'avantage des grands textes, c'est que ça éclaire, ça permet de penser la nature des choses. Vous voyez, ça éclaire comme des modèles idéaux à partir desquels on peut éclairer le réel. Mais la réalité elle-même, elle est souvent embourbée dans des complications, des choses qui sont très éloignées de l'idéal, on est bien d'accord. Voilà. Enfin, on a besoin de l'idéal, parce que sinon, pour penser le réel, c'est compliqué. Voilà. On est sur une barque, il y a un phare. Bon, ça me donne une direction. Je ne vais peut-être pas y arriver, mais celui qui dit qu'il ne faut pas d'idéal, il éteint le phare. Bon, je vais bien avancer, je vais ramer. Bon, au moins, si j'ai un phare, j'ai une direction. Donc l'idéal permet d'éclairer au moins une direction. Donc voilà, c'est pas vain. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est pas vain, ça a un sens. Est-ce qu'il y a des philosophes d'aujourd'hui là qui ont réagi un peu à ce sujet sur la question de la religion? Oui, parce que donc ça a quand même eu un certain retentissement dans les médias ces derniers mois. Tu sais bien, il y a tous les philosophes, alors les philosophes d'aujourd'hui. Oui. Oui, il y a des philosophes aujourd'hui. Mais souvent même, il y a des philosophes très, très sérieux qu'on n'entend pas beaucoup, qui n'ont pas une vie médiatique très intense. Mais oui, mais il n'y a pas de philosophie qui ne soit une réflexion sur ces questions-là dès lors qu'elle s'attache à la question de l'homme et de la politique. Ça, c'est sûr. Mais si moi je vous propose de faire ce détour par ces grands moments de la pensée, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas de philosophie, même la plus contemporaine, qui ne débat pas d'une manière ou d'une autre avec ça. Vous voyez, c'est d'une manière ou d'une autre. On discute avec ça. Donc, on n'est pas nécessairement rousseauiste quand on est républicain. Mais on commence toujours par l'être. Et après, on discute. Vous voyez, c'est des fondateurs, quoi. Ça éclaire la chose. Et après, on discute. Donc, un penseur d'aujourd'hui, bien sûr, il va aborder ces questions-là. Mais, bon, il sera l'héritier d'une manière ou d'une autre, d'une tradition avec laquelle il va discuter. Vous savez, un être humain, c'est toujours le même. Il a les mêmes passions. Après, il est dans les contextes différents, les cadres sont différents, mais à l'arrivée, ça reste un être humain. Pour ça, hein, la question, c'est une belle question hein, que tu as posée là, parce que loi de Dieu et loi de la République, c'est vraiment une belle question. C'est vraiment comment on fait pour vivre ensemble. C'est ça, en fait, comment on fait pour vivre ensemble, parce que on est là, on n'a pas demandé d'être là, on vit dans une société où on n'a pas choisi le moment où on est, et puis il va falloir faire avec. Donc comment on fait pour vivre ensemble? Autrement dit, on peut traduire ça comme ça, comment on fait pour faire un? Comment on produit de l'unité? Voilà, c'est ça. Alors quoi, par la volonté de Dieu? Enfin, là, ça va être un peu compliqué, parce qu'il risque d'y avoir une pluralité de foi, de sentiments religieux, ou alors on va chercher ce qu'il y a d'universel en chacun, et on essaye de s'organiser en mettant en avant ce qu'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, ce n'est pas une langue, une foi, une croyance, une origine. Ce qu'on a en commun, c'est la liberté. Quoi d'autre? Non mais, on peut prendre le problème dans tous les sens. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On est des êtres humains, oui, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui fait qu'on a un point commun? Parce que les êtres humains sont tous différents dans les faits. Enfin, ils ont des origines différentes, des langues différentes, des histoires différentes. Donc, ou bien on met en avant la différence et puis on juxtapose les différences et on est parti dans un truc très compliqué, ou bien on met en avant ce qu'on a de commun. Mais ça ne veut pas dire produire du général, vous voyez, c'est avoir l'idée de quelque chose d'universel. C'est pour ça d'ailleurs que si on filait, on n'a pas le temps de tout dire, mais si on partait de ce qu'on a dit ce soir et qu'on continuait la réflexion, on arriverait assez rapidement à l'idée qu'il n'y a pas de république qui ne soit fondée sur l'homme, qu'il n'y a pas de république qui n'institue la liberté, mais qu'il n'y a pas non plus de république viable en dehors d'une association entre les nations, permettant d'éviter à cette république de passer son temps à faire la guerre. Autrement dit, il n'y a pas de république sans Europe, par exemple. Oui, par exemple, c'est intéressant de réfléchir à ça.
Parce que, bon, la liberté, tout ça, on a ça, très bien. Mais après, si on passe son temps à faire la guerre, toute l'énergie que se dit Kant, hein, là, je vous décris ça très bien, hein, les dévastations de la guerre, les souffrances, etc., font que, en ce moment, à l'Est, on n'a pas le temps de s'occuper de l'éducation des jeunes gens. Hein. Il y a d'autres priorités pour l'instant. Voilà. Autant d'énergie en moins consacrée à la culture de l'âme humaine. Bon, bah, donc, la République permet d'éviter ça, mais la République ne permet pas d'éviter la guerre. Donc, comment on fait? Bah, l'idéal, ce serait une société des nations. Ça serait l'idéal. Kant a écrit un bouquin qui s'appelle L'idée d'unité universelle au point de vue cosmopolitique. Il parle de société des nations. Et il dit, ça ne peut surgir qu'après de grandes dévastations guerrières. Quand même, le XXe siècle est plutôt une confirmation de cette hypothèse-là. Il a fallu la guerre de 14 pour avoir la SDN, et puis il a fallu la Seconde Guerre mondiale pour avoir l'ONU. Mais en même temps, c'est des systèmes... Enfin, il a fallu aussi ça pour avoir l'Europe, qui peut-être est le vrai modèle de société des nations. Mais vous voyez, là encore, il faut un idéal. Il faut un idéal, il faut bien quelque chose qui ressemble à... On pourra espérer quelque chose. Donc, on pourrait dire qu'il y a une religiosité de ces idées-là. Une certaine religion. Pour ça, j'ai commencé l'être suprême, vous voyez, toujours. Et c'est pas la religion au sens d'institution religieuse, chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste. Non, mais ça, chacun pense ce qu'il veut. Là, chacun... ça, quand même, c'est un grand acquis. Rousseau envisageait une sorte de religion civile. Alors, c'est une question d'unité, toujours. Il disait qu'il faudrait qu'il y ait juste 3 dogmes, c'est l'immortalité de l'âme, la récompense de la vertu et la tolérance religieuse. Donc il avait envisagé ce truc, c'est-à-dire il faudrait une espèce de religion civile, mais qui ne s'impose pas comme religion et qui impose de respecter la diversité des religions. Vous voyez. Donc le principe de laïcité reprend ça, c'est-à-dire que tu crois ce que tu veux. Pas de problème, c'est ton affaire, c'est la liberté de conscience. Mais le cadre public, lui, il est proprement humain. Et donc on sépare. C'est la séparation des églises et de l'État. Mais cette séparation n'est pas synonyme d'antagonisme. C'est pas une guerre, c'est une séparation, c'est une articulation. Mais comment faire autrement? Je ne sais pas, moi je ne vois pas comment faire autrement. Il faudrait extirper de l'âme humaine la soif d'absolu. Bon, c'est pas, est-ce que c'est une soif? Elle est peut-être impossible à satisfaire, mais elle a quand même un sens. C'est pas idiot de... Enfin, c'est pas complètement idiot de souhaiter quelque chose d'absolu. Quand même. Après, le temps passe, on oublie, mais même quand souvent les jeunes gens, ils ont une soif d'absolu. On veut un amour absolu, on veut des choses absolues. C'est quand même assez humain, c'est pas complètement idiot. Alors heureusement, il y a des grands auteurs, des grands artistes et tout, qui continuent de nous révéler que la soif d'absolu est capable de produire de grandes œuvres. Voilà, c'est pas mal. Kant a une formule à propos de la Révolution française, il dit, parce que dans ce que je dis, il peut toujours avoir des objections du type, oui, mais ce qu'on dit là, c'est très ethnocentré. On pourra avoir une objection comme ça aussi, c'est un peu européen, on réfléchissait à partir de la Révolution française. Donc... Mais, alors, effectivement, c'est une époque, 18e siècle, dans un lieu. Mais lorsque Kant s'interroge sur la Révolution française, il dit quelque chose qui est très éclairant. Que ce soit les Français, bon d'accord, c'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel. La France a montré ce qu'un peuple peut faire. C'est-à-dire enraciner le cadre politique qui est le sien dans une idée qui est l'idée de liberté. Donc un peuple, mais ça pourrait être le peuple allemand, le peuple russe, un peuple d'Extrême-Orient d'ailleurs. Et alors c'est pas le général qui va s'étendre, ça c'est la colonisation. C'est pas ça. C'est prendre conscience qu'un peuple peut faire ça. Et après, bon, on va voir. Donc il y a de l'universel qui se révèle à cette occasion. D'une certaine manière, ce qui se passe à l'Est nous montre ce qu'un peuple peut faire. Donc, alors, peu importe que ce soit, je sais pas moi, les Ukrainiens, les Russes, tout ça, c'est pas des oppositions ethniques, nationales ou pas. Il y a des peuples qui, à un moment donné, sont capables de révéler ce qu'un peuple peut faire. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Ce que nous, ce qu'on doit faire. C'est pour ça que je me disais, oh, la République ne me demande pas d'être un héros. Bon, ben voilà, quelle chance. Non, c'est vrai, j'ai le droit... Vous voyez la différence? Dans une tyrannie, vous n'avez pas le droit d'agir moralement. C'est interdit. Ah non, mais vous pouvez mourir. En République, tu agis moralement. Tu peux t'arrêter au feu rouge parce que tu veux t'arrêter pour respecter la dignité de la personne humaine. Tu peux. Voilà. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Hein. Vous voyez, puis c'est pas un truc, c'est une question de point de vue ou quoi, c'est objectif ça. Hein. Il y a des espaces politiques qui ne contredisent pas la possibilité pour l'homme d'accomplir
son être comme être libre ou comme être vertueux, etc. D'ailleurs, peut-être que c'est ça le fond de l'affaire. Et c'est pour ça qu'ils sont irritants, souvent les philosophes, parce qu'un philosophe comme Platon ou comme Rousseau, c'est des philosophes qui envisagent la République comme le lieu idéal du sage. C'est le lieu où le sage n'a pas besoin d'être un héros. Vous voyez? Alors ça, du coup, ça donne... C'est un absolu. Vous voyez, c'est... Oh, voyez, on n'y arrivera jamais. Le pragmatique veut dire, bah non, nous on veut des projets concrets, des choses comme ça. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, c'est l'idéal. Ça doit... On a tous en nous l'idéal, on a tous en nous l'idée que être vertueux, c'est mieux que de ne pas l'être, être libre, c'est mieux que d'être servile. Voilà. Donc, la République est plutôt favorable à la culture de ça. C'est pas mal. Mais les religieux eux-mêmes ne sont pas totalement étrangers à l'idée de liberté pour autant. À condition que ça ne soit pas utile. Je viens de relire le discours de Harvard de Solzhenitsyn. Oui. Et ce que vous venez de dire là, me fait penser qu'il trouve des limites au droit, justement, Oui. qui ne laissent pas plus de place à la morale, Oui. et que dans nos sociétés, l'homme est... Bon. Oui. Non, mais Voilà, pour moi, Solzhenitsyn, c'est une journée d'Ivan Desinovitch, c'est-à-dire cette journée qu'il écrit dans le roman, hein, où il décrit ce que c'est que la vie dans un goulag. Après, Solzhenitsyn, c'est son histoire, le retour à la Russie, la nation, tout ça. Mais là, quand même, il y a un texte absolument magnifique qui nous dit quelque chose sur la politique, hein, sur quelle est la différence entre Ivan Desinovitch. Il se réveille dans son goulag le matin. Enfin, si vous avez lu le roman, il faut dire ça, c'est magnifique. Hein. Il se réveille le matin et vous avez une journée d'Ivan Desinovitch dans un goulag. Il connaît, hein. Solzhenitsyn a vécu la chose. Hein. Quand même, l'Union soviétique, hein, 10 millions de déportés. 10 millions. Ça fait réfléchir, hein, parce que qui ne le savait pas? Pas de procès, rien. Après, c'est pour ça, hein, 70 ans de totalitarisme, on n'en sort pas indemne. Hein. C'est ce qui se passe. Hein, bon, là, il faudrait voir avec un historien qui serait beaucoup plus compétent que moi, peut-être même un sociologue, peut-être même des psychologues qui regarderaient ça de très près, parce qu'il y a certainement quelque chose. On peut se demander s'il n'y a pas des fantômes qui planent en permanence sur les esprits de tous ceux qui, aujourd'hui, attendent d'un chef d'État qui apporte de la grandeur. C'est des fantômes. Hein. 10 millions déportés. Il faut voir. C'est bon. Alors, Solzhenitsyn a vécu ça. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il se réveille le matin et immédiatement, il faut s'organiser pour vivre. Tout de suite. Parce que si tu lèves le pied, t'es mort. On avait posé la question à Bettelheim, d'ailleurs, qui s'est suicidé finalement, mais quand il avait été déporté aussi, c'était les camps nazis qui étaient les camps d'extermination. On lui avait demandé, mais est-ce que vous avez pensé au suicide? Il a dit non, parce qu'il suffisait de ne pas vouloir vivre pour être mort. Il n'y a pas besoin de penser au suicide. Je lève un peu le pied, je suis mort. Et Solzhenitsyn décrit ça, on le voit bien, il s'organise toute la journée, Ivan Desinovitch, ce personnage, donc chaque moment, alors je ne plus de mémoire, hein, il mange du pain, il reste un petit bout, il faut le mettre sous le matelas parce qu'il va le récupérer après pour se prendre ce petit truc, parce qu'après il a travaillé par moins 40 dehors, et puis il fera une journée de... Bon. Autrement dit, cet homme-là se réveille, sa projection dans la vie, c'est aller 1 heure. Il ne peut pas se projeter au-delà, il faut qu'il s'organise pour être encore vivant dans 1 heure, et puis il faut s'organiser pour être encore vivant dans 1 heure, etc. Moi, je peux m'organiser. Bon, là, j'attaque mon année avec mes hypocagneux. Là, j'ai mes 2e années, on a le bon de cette année, on a une belle notion. J'ai planifié mon travail jusqu'au mois de... Je passe le concours en mars, donc déjà, ça, je vois comment je vais faire, et puis, etc. Et puis, je peux m'organiser sur une année sans difficulté. Mes élèves peuvent, d'ailleurs, se projeter à peu près 1 année. Eux, 1 année, ils ne peuvent pas aller au-delà, parce qu'après, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire, etc. Mais moi, enfin, vous savez bien, nous, on peut se projeter, on ne sait pas trop, mais quelques années, on a une idée de ce qu'on va pouvoir faire. Bon, quelle est la différence entre la projection temporelle d'Ivan Desinovitch, le personnage de Solzhenitsyn, et nous? Quelle est la différence? Parce que c'est pour des êtres humains, mortels, dont l'existence est temporelle. La seule différence, c'est le cadre politique. C'est le seul différence. Donc le cadre politique a une dimension existentielle. C'est pas un truc... Et d'ailleurs, on le voit pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on la République, tout ça, oui, bon, vous embêtez avec vos histoires, les hommes laissent vos égaux, tout ça. Toujours le même truc, vous voyez, mais tout va bien. Puis d'ailleurs, on a envie, on tape un peu dans les institutions, un peu, vous savez, allez, on va réformer tout ça, tout le monde a l'esprit réformateur, il a toujours des idées, on va faire de la philosophie réformée, toujours des idées comme ça. Mais parce que tout va bien. Parce que quand le cadre est ébranlé et qu'on tombe dans la situation
Voilà, la situation de la déportation, c'est la situation de l'effondrement du cadre politique, en fait. Rousseau vous dirait, il n'y a plus d'unité, là, c'est fini. Il n'y a plus que des rapports de force, c'est l'état de nature, en fait. Ça a l'air d'être, on peut appeler ça l'Union soviétique ou autre chose, hein. C'est pas propre aux Russes non plus, hein. Il y a quelque chose d'humain, là. Et ben, le cadre s'est écroulé, il ne reste plus que les rapports de force. Donc la politique, ça parle de la vie. Oui, et après on réfléchit, qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Ah, c'est une vie libre. Ah bon, on introduit la liberté, vous voyez. Mais déjà au départ, le cadre, pour ça, quel que soit après Solzhenitsyn, ce qu'il a pu dire, bon, après c'était bizarre, après il est parti dans un truc. Mais bon, en tout cas, ce Solzhenitsyn-là, quand même, c'est un sacré écrivain, puis il nous fait voir de l'intérieur ce que c'est que la vie dans un système où tout est perdu. Il n'y a plus de cadre républicain, il n'y a pas de religion. C'est un monde dans lequel la religion est exclue aussi. Hein. Mais voilà, ça veut pas dire qu'elle est exclue des âmes, enfin elle est pas extirpée des âmes, mais en tout cas elle est exclue du cadre politique. Vous voyez, donc c'est pas non plus une garantie. La lutte contre la religion en elle-même n'est pas une garantie. Même si c'est pas fidèle à Marx, hein. Marx n'aurait pas dit qu'il faut combattre la religion. Il aurait dit qu'il faut transformer la société qui est à l'origine de la religion. Combattre la religion, c'est comme casser le thermomètre, donc il faut s'attaquer à la cause. Enfin, en tout cas, là, la religion était exclue. Donc la politique, c'est existentiel. C'est vraiment des vraies questions. Et justement, quand il y a une crise, que ça ne va pas, que ça commence... Là, en plus, il y a eu le confinement, qui s'est un peu ébranlé, puis maintenant, il y a une guerre, il y a pas en Europe, tout ça, ça crée... À ce moment-là, on se ressaisit. Là, on dit, bon, là, la République, c'est pas n'importe quoi. C'est un cadre sans lequel nos vies sont en péril. La philosophie se porte bien quand tout va mal. Quand tout va bien. Mais quand tout va mal, là, on se dit, il y a des questions, il y a des problèmes. La philosophie est née dans un monde en crise, dans une Grèce qui allait disparaître, enfin, une cité qui allait disparaître. Eh bien, je vous remercie de votre attention, hein. C'était un plaisir.